Hervé Kempf est journaliste, ancien du Courrier International ou encore du Monde. Il officie aujourd'hui en tant que rédacteur en chef du média écolo indépendant en ligne, Reporter. Aux éditions du Seuil, dans le cadre de leur collection Liblé, il publie un texte court et fort et fortement engagé qui ne passe pas par 4 chemins. Son titre, Le nucléaire n'est pas bon pour le climat. Le journaliste y dresse le portrait d'une énergie qu'il juge dépassée, mais qui obsède aussi la France. Il démonte point par point les arguments et autres sophismes des, je cite, nucléaristes, pour finir par prôner avant toute autre chose la sobriété, qu'il met volontiers d'ailleurs en lien avec la nécessaire répartition des richesses et donc une certaine justice sociale. J'accueille donc Hervé Kempf pour l'entretien d'actu. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Ça va ? Très bien. On va se tutoyer puisque dans l'avion on se tutoie, tu vois pas de problème. Déjà, je te remercie d'avoir accepté l'invitation ce soir, ça fait plaisir de te voir ici. Et tout de suite, pour parler du nucléaire, dès le départ, c'est même les 2 premiers mots sur la couverture du livre, on parle d'obsession française. En quelques mots, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de pays au monde qui soit à la fois aussi nucléarisé et pour qui la question nucléaire est une telle importance. On peut regarder tous les grands pays occidentaux ou même les autres pays comme la Russie ou la Chine. Le nucléaire, il y a une part, mais elle est finalement relativement marginale et ne fait pas un vrai débat. Il y a vraiment qu'en France où il se joue derrière le nucléaire quelque chose d'autre qu'une analyse technique, qu'une analyse économique, qu'une analyse scientifique, qu'une analyse aussi presque politique et philosophique, parce que derrière le nucléaire, il y a aussi un mode de société. Donc c'est vraiment une particularité de la France qu'il faut, j'allais dire, mettre sur la table et quelque part et mettre en débat. C'est vrai que là, dans la construction de notre société, c'est vrai qu'en tant que Français, le nucléaire fait partie quand même de notre histoire, avec EDF, cette grande entreprise qui est effectivement très nucléarisée, si je puis dire, mais aussi notre défense. Enfin, il y a toute une vision et qui fait partie peut-être de cette propagande, vous utilisez le mot, de lobby, etc. en France. Est-ce que le lobby du nucléaire, s'il existe en France, ce ne serait pas d'abord l'État ? C'est l'État et c'est pourquoi aussi. Parce qu'il faut revenir finalement à l'histoire de cette obsession nucléaire. Et il faut remonter assez loin. C'est-à-dire qu'en 1940, la France prend une déculottée, enfin une humiliation énorme. Il ne faut pas oublier qu'avant, la France était considérée comme un grand pays, une grande armée. Et donc l'effondrement face à l'armée nazie en 1940 a été un choc intellectuel, politique énorme, évidemment. Et donc dans les années qui ont suivi, 1944-1945, il y a eu l'obsession, mais qui est compréhensible rétrospectivement, de retrouver la grandeur de la France, en tout cas une certaine identité, une force. Et le nucléaire, là-dedans, enfin, à l'époque, on disait d'ailleurs l'énergie atomique et la bombe atomique ont eu un grand rôle parce que dans les années 20, dans les années 30, il y a eu une efflorescence scientifique extraordinaire dans le domaine de la physique qui a conduit donc à la connaissance de la physique nucléaire, de la physique atomique. Et les chercheurs français y étaient très importants. Et donc, ça a été un des outils au sortir de la guerre, et pas seulement de Gaulle, même tous les politiques de la 4e République, ont voulu développer très vite le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, des recherches sur le nucléaire, et qui étaient à la fois d'exploiter l'énergie nucléaire civile, la production d'électricité, mais aussi de revenir rapidement avec une bombe, puisque l'enjeu, c'était de revenir au concert des nations et parmi les grands pays. Donc ça, c'était compréhensible dans les années 50, 60, 70. Maintenant, à partir on va dire, des années 80, autre chose se jouait. Mais ça reste une obsession totalement française, et notamment de l'État, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que ça dépasse le lobby. C'est toutes les classes dirigeantes, et notamment les grandes écoles, donc Polytechnique, qui va, par exemple, Pouyanné, Monsieur Pouyanné, le président de Total, dont on parlait dans la séquence précédente, vient de Polytechnique. Beaucoup de dirigeants viennent de Polytechnique et de l'école des mines. Et donc, la classe dirigeante française s'est focalisée là-dessus, à assimiler en quelque sorte la grandeur de la France, la puissance de la France, à la possession de l'arme nucléaire, qui est indissociable, il ne faut jamais l'oublier, de l'énergie nucléaire. C'est-à-dire que quand M. Macron, l'actuel président de la République, dit au discours de Belfort il faut redévelopper l'énergie nucléaire, il explique aussi que c'est absolument complémentaire
du nucléaire militaire. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose qu'il faut faire apparaître dans le débat à l'heure actuelle, dans la discussion, c'est que les deux, nucléaire civil et nucléaire militaire, sont indissociables. Alors, dans votre livre, qui passe par quatre chemins, comme je l'ai dit, le nucléaire n'est pas bon pour le climat, il y a cette partie climat, mais là, il y a d'autres questions. Intérêt industriel, politique, récit national, vous l'avez rappelé, tu l'as rappelé à l'instant. Mais en même temps, tu dis dans ton livre que tu dénonces une sorte d'irresponsabilité des décideurs politiques, parce qu'ils savent le risque d'accident, qui existe en France aussi, qui a eu lieu aussi. Il y a des incidents par milliers en France, et de l'accident qui peut survenir en France. Comment et quelles seraient les conséquences d'un accident en France nucléaire ? Comment ça peut survenir ? Ça peut survenir par le défaut. Par exemple, en ce moment, on est obligé, dès qu'on rentre un petit peu dans le nucléaire, de parler un peu technique. Il y a ce qu'on appelle il y a 14 réacteurs qui sont à l'arrêt en ce moment. Il y en a d'autres qui sont à l'arrêt pour maintenance, mais il y en a 14 qui sont à l'arrêt parce qu'il faut examiner un problème de corrosion sous contrainte. Alors, corrosion sous contrainte, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas, mais c'est des fissures de l'ordre de 1 mm de longueur dans des tuyaux qui ont 30 mm d'épaisseur, donc on sent que et ces tuyaux sont très importants parce qu'ils vont rentrer dans la cuve. Et s'ils se cassaient, si les fissures se développaient, les tuyaux casseraient, ça veut dire qu'il y aurait une fuite extrêmement importante de ce réacteur et ça entraînerait des conséquences qui conduiraient à un accident grave. Donc c'est un peu les analyses, enfin c'est pas un peu, c'est les analyses que font l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et derrière eux EDF et l'autorité de sûreté nucléaire. Et donc ils se sont dit, on arrête. Il faut arrêter parce qu'il faut empêcher que ça se produise. Si ça se produisait, qu'est-ce que c'est ? En gros, il y a plein de séquences d'accidents possibles, mais ce qu'il faut dire deux choses. C'est que d'une part, ça dépasse toujours tous les scénarios qui ont été imaginés. Que ce soit dans Tchernobyl ou plus récemment en Fukushima en 2011, ce qui s'est produit était absolument inimaginable. C'est-à-dire que ça dépassait le pire scénario qui était la hauteur des vagues était pas du tout la hauteur des vagues du était tsunami, hallucinante, alors que en gros, toutes les références qui pouvaient exister, ils étaient même remontés au Moyen-Âge pour retrouver un tsunami de cette époque. Et au Moyen-Âge, en 869, donc l'époque de Charlemagne en France, on avait identifié par les chroniqueurs japonais un tsunami possible avec un séisme et une vague de 4 mètres de hauteur. Alors, par sécurité, les ingénieurs ont mis, OK, on va faire une digue qui nous protégera contre une vague de 6 mètres. Et finalement, c'était 9. Et finalement, ça a été 9. Donc voilà, il peut se passer des séquences, des séquences totalement inimaginables. La deuxième chose pour répondre à ta question, c'est quand se passe un accident. Alors, on ne va pas refaire le récit de Tchernobyl, de Fukushima, même si c'est très intéressant, mais ça prendra énormément de temps. Mais grosso modo, les conséquences en sont quand même forte sur le moment. Contrairement à ce que disent un certain nombre de nucléaristes en ce moment, tout le jeu, c'est de dire il n'y a eu aucun mort à Tchernobyl, il n'y a eu aucun mort à Fukushima. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais si, il y a eu des morts de différentes manières par radioactivité. Surtout, il va y avoir des morts dans la durée. Et troisième chose qui est vraiment importante, et là, des morts par milliers ou par dizaines de milliers, ça dépend des cas. Et surtout, troisième chose qui est très importante, c'est que quand on a un accident nucléaire, il va avoir des conséquences pendant des décennies. Et je le dis là en tant que journaliste, j'ai été dans la zone de Tchernobyl, j'étais à la zone de Fukushima, non seulement des cancers, mais vous avez un taux de radioactivité qui fait que si on vit durablement, on sait qu'on aura des cancers. Donc, on dit aux gens, vous ne vivez pas dans telle et telle zone, ou si vous y vivez avec extrêmement de précaution, en mesurant sans arrêt, en ne mangeant pas de champignons, en ramenant vos enfants de l'école de telle et telle manière pour qu'ils ne jouent pas à tel endroit. Et donc, vous avez une vie qui est impossible pendant des décennies. Et c'est ça la conséquence d'un accident. Quand, par exemple, on se rappelle peut-être qu'il y a eu l'accident d'AZF en 2001 à Toulouse. Accident extrêmement grave, des dizaines de morts, des dizaines de blessés, des bâtiments détruits. 20 ans après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la vie est redevenue normale. Il y a un centre de recherche, il y a un parc solaire, il y a un hôpital, je crois. Ça n'a pas de conséquences durables. Si on a un accident nucléaire, c'est des conséquences pour des décennies. Et c'est ça qu'il faut redire. Et c'est pas seulement Hervé Kempf qui le redit. C'est quand il y a Bernard de Rosuc, qui est le président de l'autorité de sûreté nucléaire, qui dit un accident nucléaire en France est possible et ceux qui le nient sont irresponsables. Il faut écouter ce que dit ce monsieur et ce que disent en fait beaucoup d'experts. Donc, remettre la question de l'accident sur la table du débat et de l'intelligence collective. Alors, face à ce constat-là, tu défends le parti pris d'une sortie, radicalement, de l'énergie nucléaire, mise en place aussi par des politiques qu'on pourrait aussi noter, de radical, s'attaquer à la racine du problème, écologiste, etc. C'est-à-dire, finalement, qui prônent par là une certaine sobriété énergétique, c'est un peu vers ça que tu veux nous embarquer dans ton livre, et aussi une meilleure répartition des richesses. Un lien entre les deux pour solutionner cette question du nucléaire ?
Oui, mais je vais quand même revenir sur une question essentielle, qui est de dire, moi, je pars du point de vue d'un écologiste. Oui, bien sûr. Et du point de vue qui dit la question du changement climatique est une des questions absolument essentielles. On a vu pendant les canicules, effectivement, les réacteurs pas chauds qui pouvaient oui, mais on va reparler du nucléaire, mais d'abord pour dire ça, bien expliquer mon point de vue. Je ne parle pas du nucléaire en soi, je parle d'un point de vue d'écologiste et qui va chercher quelle est la solution la plus efficace, la plus pertinente, la plus économique et la plus bénéfique pour tout le monde pour éviter un réchauffement important et pour éviter les augmentations de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment le point de vue important à rappeler. Deuxième chose, pourquoi est-ce que le nucléaire n'est pas la bonne réponse ? D'abord parce que et je ne veux pas arrêter le nucléaire radicalement. Je ne suis pas opposé. Ah oui, mais c'est important. Pas du jour au lendemain, mais je veux dire. Sortir, mais pas du jour au lendemain. C'est-à-dire, je dis pas demain on arrête tous les réacteurs. Déjà, ils s'arrêtent eux-mêmes. Voilà. Mais on prend le temps, on est pragmatique, on est réaliste, on regarde les choses qui se passent. Donc, on fait durer avec les plus grandes garanties de sécurité les réacteurs actuels, mais on n'engage pas un nouveau train de réacteurs. On n'engage pas des investissements nouveaux pour créer des réacteurs. Pourquoi ? Parce que ces réacteurs, on ne sait même pas, à vrai dire, en France, si on sait les fabriquer. Je le rappelle, l'EPR de Flamanville est toujours pas fini, il a déjà des défauts qu'on connaît. L'EPR 2 que voudrait lancer le lobby nucléariste et le président de la République et la classe dirigeante, son design final n'est pas totalement fini, donc il n'est pas tout à fait achevé, on n'a pas d'expérience. Et puis surtout, si on arrivait à les faire, le premier serait dans le meilleur des cas en opération en 2037. Or, du point de vue du changement climatique, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les 10 ans qui viennent. C'est un engagement qu'on a pris en tant qu'Européens, en tant que Français, mais dans la loi et un engagement de la France, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Et le nucléaire, c'est le contre-argument quand même, parce que les pro-nucléaires disent que c'est quand même l'énergie qui émet le moins, voire pas, mais de gaz à effet de serre. Ils n'ont rien à dire à ça, parce que le nucléaire qui existe, les bonnes choses qu'il a faites, elles sont là. Mais il nous faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Or, un nouveau réacteur ne va pas permettre, puisque le premier réacteur, il arrivera en 2037. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'ici 2030 ? D'ici 2030, le nucléaire ne nous sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ici 2030 ? Il faut s'engager dans une politique radicale, mais peut-être le mot radical peut faire peur à un certain nombre de gens. On va dire déterminé, réfléchi, engagé de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc de réduction en fait de la consommation d'énergie. Ça, c'est l'argument essentiel. La deuxième chose aussi, c'est que si on se dit on va faire du nucléaire pour après, on engage énormément d'argent. Ça mobilise énormément d'argent. Or, cet argent, peut-être que déjà on va en avoir besoin, on l'a vu dans le débat précédent, pour aider les plus pauvres et pour aider les salariés à faire face à la charge de l'inflation. Donc, vrai, dans tous les débats d'investissement, on va avoir des dizaines de milliards. Où est-ce qu'on les met ? Est-ce qu'on les met dans le nucléaire pour fabriquer des nouveaux réacteurs ? Mais dans ce cas-là, on ne les aura pas pour faire la réduction d'économie d'énergie. On ne les aura pas pour faire la rénovation énergétique. On ne l'aura pas pour développer des transports beaucoup plus doux, beaucoup plus axés sur le vélo électrique, sur moins de CO2, moins de transport, etc. Là, tu parles du grand carénage. On parle d'ailleurs entre 55 milliards à 150 milliards d'euros nécessaires pour rafistoler, si je puis dire, tout du moins relancer ces centrales nucléaires, le parc nucléaire français sur une durée de 30 ans. Mais ça, c'est pas réaliste. Si, je dis, une fois de plus, il faut faire les choses en même temps. Je ne dis pas qu'il faut arrêter le nucléaire tout de suite, il faut se préparer à en sortir. Mais en revanche, il ne faut pas réengager de nouveaux réacteurs. Parce que tu as raison, tu dis effectivement, il y a le grand carénage, remettre à niveau les réacteurs actuels. 30 ans. Mais ça, c'est, mettons, 50 milliards. Au minimum, on parle jusqu'à 100. Une somme importante. Mais si on fait en plus des nouveaux réacteurs, ça veut dire qu'il va falloir 50 milliards, plus autre chose, X dizaines de milliards. Et ces 60 ou ces 100 milliards qui sont ailleurs, moi je préférais qu'on les mette dans la rénovation énergétique, dans les économies d'énergie, dans des transports beaucoup plus doux. Parce qu'une fois de plus, et dans l'énergie, quand même, l'énergie renouvelable. On ne peut pas aller dans toutes les directions. Et pourtant, il y a ce qu'on appelle un mix énergétique où justement on essaie de mixer un peu différentes sources d'énergie. Par exemple, je peux citer dans l'actualité chaude cette loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable, peut-être que tu en diras du bien ou pas, tu vas me dire, qui a été présentée par le gouvernement le 26 septembre dernier aux côtés du projet de loi finance 2023. Elle prévoit entre autres l'accélération des procédures, comme tu le veux, c'est-à-dire administratives via les mesures dérogatoires envisagées pour 4 ans, afin de faire réduire justement les temps d'installation. Aujourd'hui, il faut par exemple 5 à 10 ans pour mener à bien un projet, par exemple en mer, éolien ou photovoltaïque, et cette loi, enfin une partie de la loi, viendrait accélérer cela. Ce serait donc un progrès si on t'écoute. Est-ce que tu partages
finalement la direction de cette loi-là, par exemple, que le gouvernement fait quand même des choses dans ce sens? Non, parce que si tu m'écoutes jusqu'à présent, j'ai très peu parlé d'énergie renouvelable et j'ai parlé beaucoup de réduction de réduction de la consommation d'énergie. Pourquoi? Parce que l'enjeu fondamental il faut réduire, mais il faut de quand la même... politique énergétique, c'est de se poser la question de la consommation. En fait, je reviens, parce que quand on est dans une logique à dire il faut de l'énergie renouvelable ou du nucléaire, on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire il faut produire. On est dans la logique des ingénieurs, on est dans la logique de la société de productiviste, on est dans la logique de la société capitaliste, de consommation, de toujours voir par on produit en plus. Or, de toute façon, nous savons globalement, et c'est là que la question écologique ne peut pas se réduire seulement à la question de l'émission de CO2, le dioxyde de carbone, mais à l'ensemble du domaine, à la biodiversité, à les pollutions des écosystèmes, etc. Je prends juste un autre exemple dans un autre domaine pour dire qu'il n'y a pas le climat. On sait maintenant qu'il va y avoir des microplastiques partout. On retrouve maintenant, si on mange du poisson, on a de bonnes chances de manger du microplastique. Il y a des chercheurs qui ont retrouvé des microplastiques dans nos ils appellent ça le biote, dans nos intestins, dans nos tripes, pour parler clairement. Ça va, il faut se dire, on sort de cet monde où on produit de plus en plus de plastique avec beaucoup d'énergie, donc il faudrait du nucléaire ou du renouvelable. C'est ça la question. Il faut vraiment reposer. Non, mais c'est vraiment important. Je me permets d'insister avec un peu de vivacité. Je l'entends tout à fait. Là, c'est vraiment une question politique de fond, voire philosophique, que tu soulèves là, avec justice, avec justesse. Mais ça s'intègre quand même dans cette réalité qui est capitaliste aujourd'hui. On est encore dans un état capitaliste, dans un monde capitaliste, et on a un gouvernement qui fait des trucs, qui essaye de mettre en avant les énergies renouvelables. C'est pas forcément un mal. Après, effectivement, si on met sur le même plan l'énergie nucléaire et l'énergie renouvelable, et de construire finalement, de bétonner, parce que la loi en même temps se targue aussi de dire qu'on va réduire aussi la bétonisation des territoires, tout en... C'est un peu peut-être un non-sens en disant on va quand même installer des panneaux solaires et on devra bétonner forcément des territoires. Je vais venir là-dessus, mais là effectivement, donc cette loi elle est très critiquable pour les raisons que tu dis très clairement. Et nous, par exemple, à Reporter, on fait énormément de papier sur le solaire. On a besoin de solaire, mais il y a des endroits où on coupe de la forêt pour faire des panneaux solaires. Tout à fait, c'est le non-sens. On se dit mais c'est absurde parce qu'en plus la forêt c'est non seulement un intérêt écologique, mais c'est en plus une source d'énergie possible parce que le bois ça peut faire de l'énergie. Donc là on est vraiment dans une logique où c'est pas l'intérêt collectif et l'intérêt écologique qui l'emportent, mais des logiques à relativement court terme de finances. Je vais reprendre un exemple alors puisque tu veux venir vraiment sur les énergies renouvelables. D'une part quand même ça revenir en arrière. Beaucoup de gens. Non, mais c'est vendu comme une solution. Mais c'est vendu, mais c'est pour ça que c'est formidable. C'est à toi de voir. Merci de m'inviter, mais déjà de dire, un, le nucléaire n'est pas la solution, et deux, avant de vous dire, l'enjeu c'est soit renouvelable, soit nucléaire, de se reposer vraiment la question de la consommation et de quoi avons-nous besoin. De quoi avons-nous besoin? De quoi avons-nous besoin en consommation d'énergie pour faire société ensemble, pour bien éduquer nos enfants, pour se transporter, pour aller au boulot, pour que chacun ait des moyens d'existence qui lui permettent de vivre dignement, de s'occuper de ses vieux, de faire la fête, voilà, des relations amoureuses toute la vie, et qui ne se passe pas forcément par toujours plus de consommation. Alors, renouvelable, j'y viens. Eh bien, une fois de plus. Donc, quand même, un petit pour dire les choix politiques. En 2008, il y avait eu le Grenelle de l'environnement. Oui. C'était une grande table. C'était d'ailleurs sous Sarkozy, dont on a parlé tout à l'heure. Il y avait quand même pas mal de choses qui en sont sorties. Notamment un engagement à faire de la rénovation énergétique. 450 000 logements par an. On en fait moins de quelques milliers. C'est honteux. Ouais. Si on avait fait ça, à calculer, non pas moi, mais un chercheur de l'IDRI, Arthur Rédinger, si on avait mis ça en œuvre, on aurait économisé les 100 TWh que nous importions encore il y a quelques mois de gaz de monsieur Poutine, le menteur, et l'agresseur. Voilà, si on avait fait les politiques que demandent les écologistes depuis longtemps, on serait beaucoup moins dans la mouise. Rapidement sur l'énergie renouvelable, il y a une révolution qui s'est passée depuis une quinzaine d'années et qui a rebalayé toute la donne, notamment pour l'économie du nucléaire. Le coût a énormément diminué du photovoltaïque et de l'énergie éolienne, notamment marine. Alors deux choses qu'on peut faire sur le solaire, sans saloper sans abîmer, en arrêtant de couper les forêts, d'artificialiser les campagnes, on le fait sur les toits. Il y a des toits partout, des hangars, des toits de maisons, des dents creuses dans les villes. Voilà. Ça, je ne donne pas de chiffres, mais ça pourrait être vraiment important au niveau européen. Et là, sans abîmer une fois de plus le paysage, la campagne, les besoins qu'on a agricoles. Les éoliens marins. Tous les pays de la mer Baltique, riverains de la mer Baltique et de la mer du Nord, ont un plan de mettre en service d'ici 2050 350 gigawatts. 350 gigawatts, c'est énorme. C'est l'équivalent,
si on traduit, je ne rentre pas dans des détails techniques de Warterschall, c'est de plus de 2 fois le parc nucléaire français actuel. Donc aussi du point de vue, et d'ailleurs du point de vue technique et du point de vue économique, il vaut mieux aller dans ces directions. Alors évidemment, en faisant le plus grand soin, la plus grande attention aux questions de biodiversité et d'empreinte écologique, mais plutôt qu'un système qui est extrêmement dangereux, qui n'est plus économiquement fiable et qui prendrait énormément de la richesse nationale pour développer quelque chose de discutable, allons vers les économies d'énergie et le développement d'énergies nouvelles, par exemple photovoltaïque sur les toits ou éolien marin en particulier. Alors justement, j'entends tout à fait, je partage beaucoup de points que tu soulèves là, effectivement. Est-ce que finalement, sans cette condition sine qua non que tu sembles développer, c'est-à-dire sans remettre en question tout le système finalement politique et philosophique, la façon dont on voit les choses, qu'on produit, qu'on consomme et qu'on vit, sans ça, c'est impossible de faire autrement? Ou pas de manière sérieuse? Tous les experts énergétiques, en ce moment, parce que le défi, sinon, il est là, disent il faut aller vers les économies d'énergie. Ouais. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on n'y est toujours pas. Tu parlais de la loi d'accélération des énergies nouvelles. Ouais. Mais pourquoi en ce moment, on n'a pas une loi de réduction de la consommation d'énergie forte? Tu poses vraiment la question? On a simplement des Mais je vais revenir, je vais y répondre Ouais. en revenant à la question, je ne vais pas l'oublier, sur les riches. Tout à fait. Et voilà. Bon, on n'a pas de col roulé ici. Honnêtement, s'il fait froid dehors, on mettra un col roulé et une écharpe. Mais voilà, la projection qui est faite, c'est je mets un col roulé, monsieur le maire ou madame Pannier-Runacher ou monsieur Macron. La doudoune de Madame Borne. C'est tellement une arnaque. Et pendant ce temps-là, on n'a pas de vraie politique d'économie d'énergie. Pourquoi ils ne veulent pas de politique d'économie d'énergie? Parce que si on le faisait, déjà, on dirait l'enjeu essentiel, c'est la consommation. Et donc, il faut revenir aux besoins. Quel est le vrai besoin? Alors que nous, on veut vendre de la production. Le rêve de Macron, ça reste l'idéologie croissanciste. C'est X% de croissance, voilà. Donc déjà, il y a la richesse, après, on peut idéologiquement, il y a un ouais, problème. Deuxième chose, c'est que si on va dans les économies d'énergie, on va regarder selon les classes de revenus, selon les groupes sociaux, qui consomment le plus d'énergie. Et là, on le sait. Pour être juste, parce que l'idée, si on fait une économie d'énergie, il faut le faire collectivement, mais il faut le faire dans la justice. Et donc, si on le fait dans la justice, on va dire que, par exemple, l'employé je sais pas, d'un entrepôt logistique ou de chez Franprix qui n'a pas été augmenté, ou à la SNCF, ils n'ont pas été augmentés, disait Clément, depuis 8 ans. Enfin voilà, tous les gens qui galèrent, etc. Ceux-là, ils vont pas consommer beaucoup d'énergie. Et ceux qui sont les 30% les plus pauvres de la société, ils consomment peu d'énergie. C'est pas à eux qu'on va demander des économies d'énergie. En revanche, et maintenant c'est extrêmement bien documenté par des économistes et des spécialistes de l'énergie, ceux qui consomment le plus d'énergie, ce sont ceux qui sont en haut. Les 10% de la population, ils doivent consommer à la louche 30%. Donc si on fait une vraie politique collective d'économie d'énergie, on va aussi dire, vous les riches, vous consommez moins. Et ça, évidemment, les oligarques, les capitalistes, la classe dirigeante actuelle, elle ne veut pas entendre ça parce beaucoup des solutions aux problèmes qui se posent, et en particulier la question écologique, elles passent par la justice sociale. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre. Donc ils préfèrent faire croire, par leurs moyens et leurs médias, etc., on va développer, on a besoin de beaucoup plus, et donc on va développer du nucléaire et on va développer de l'énergie nouvelle, que de dire, franchement, il faut aller vers une politique coordonnée de sobriété et d'efficacité énergétique. C'était intéressant ce que tu soulèves, parce qu'alors, au-delà des très très riches qui consomment beaucoup, on observe que plus on a de pouvoir d'achat, plus on consomme. Ça va avec. Pas besoin d'arriver à Bernard Arnault pour tout de suite consommer beaucoup et en dessous on ne consomme pas. Non. Est-ce que, vu que tu parles dans ton bouquin et puis que tu vas y venir, de cette répartition plus juste des richesses, si finalement on répartit, et il le faut, on le sait, plus équitablement les richesses, donner plus de pouvoir d'achat à la population, est-ce que ça la pousserait pas justement à plus consommer et donc à plus polluer? Alors c'est là que si on réduit fortement, si on redistribue plus exactement, et si on redistribue en se mettant dans une logique de réduction de l'impact écologique et de la réduction de la consommation matérielle, on va avoir d'une part un effet comment dire, on va se dire les 30%, je le fais schématiquement, les 30% qui sont vraiment dans la mouise, ceux-là, ils ont besoin d'un vrai gain de pouvoir d'achat ou de revenus. Ils sont à la rue, ils mangent que de la... Bref, là, ils ont besoin. Les autres, effectivement, c'est un problème et c'est sans doute une des racines de la difficulté et même de la gauche à l'heure actuelle, qu'elle n'arrive pas à dire clairement.
c'est que la classe moyenne, c'est un peu vague, mais enfin, on voit en gros, c'est... Voilà. Eux, ils vont aussi devoir se dire, on change de vie. On ne va pas la Tunisie à 480 € une semaine, on va peut-être leur mettre en cause. Le grand écran dans le living, peut-être que non, on va pas l'avoir, etc. Il va y avoir pas mal de choses qui vont changer. Même le rapport à l'automobile. Oui, on va revenir le vélo et on va revenir à des beaucoup plus petites voitures. Voilà, je veux pas dire que les gens galèrent pas, mais qu'il y a quand même beaucoup de changements parce que, comme le disait Clément, et on le sait, la France est un pays riche. C'est pour ça que l'injustice et l'inégalité à l'heure actuelle nous choquent. Mais il faut se dire aussi que il faut changer les logiques. C'est pas seulement augmenter le pouvoir d'achat, c'est se dire on a besoin de retrouver de la justice pour effectivement remplir le frigo et manger correctement et bien nourrir ses enfants. Mais aussi, après tout, on a besoin en ce moment d'éducation. On a besoin de santé, on a besoin de lieux où nos anciens, les grands-parents soient bien soignés. On a besoin aussi de retrouver des lieux où on fasse la fête, mais gentiment, j'allais dire, pas en... voilà. Et il vaut mieux investir, par exemple, dans l'éducation. C'est quand même hallucinant. Guylaine, qui était juste avant moi, l'a un peu dit, l'éducation, elle est abandonnée depuis 20 ans. Leurs salaires n'ont pas augmenté. Les enseignants sont parmi les plus mal payés. Oui. On devrait totalement investir dans l'éducation. Mais si on investit dans l'éducation, on ne va pas investir dans des autoroutes, on ne va pas investir dans des écrans partout, dans de la publicité. On va aussi se dire, collectivement, on rentre dans une sobriété collective en disant c'est quoi le plus important, de quoi on a besoin. Et on va se rendre compte qu'on a plus besoin d'éducation, de santé que d'objets matériels, l'iPhone, le dernier, et tout, voilà, toute la camelote qu'on a. Et ça va pas être facile, y compris pour celui qui te parle. Même pour toi, j'imagine. Il y a quand même des sacrifices à faire. Et c'est un changement de société qui décrit là, qui va bien plus loin que la sortie du nucléaire. Que par exemple, l'avant-dernière question, l'Allemagne. C'est un exemple qu'on regarde quand même avec précision depuis la France, depuis chez nous-mêmes ailleurs. L'Allemagne qui a engagé sur le terrain de l'énergie cette transition que tu chéris, que tu prônes aujourd'hui. Comment tu vois, toi, le chemin entrepris par l'Allemagne de sortir graduellement? Ils ne l'ont pas fait d'un coup de baguette magique. Ils ont encore 3 centrales en cours. 3 centrales qui devaient s'arrêter fin d'année. Finalement, 2 d'entre elles vont être poursuivies jusqu'au printemps prochain. C'est la charbon qui, elle, tu connais la chanson, qui prennent le relais jusqu'en 2024 au minimum. On a Greta Thunberg qui a tout récemment déclaré à la télévision allemande, je la cite, « Si les centrales nucléaires sont en activité, elle le dit un peu comme toi, je pense que ce serait une faute de les arrêter tout de suite et de se tourner vers le charbon ». On observe quand même que c'est très compliqué. On entend ton discours, je l'entends, qui est un discours anticapitaliste, je crois bien, tout du moins de changer de paradigme, mais il y a là... On se heurte au niveau d'un pays, au niveau d'un État, au niveau même du monde, à une sorte de dissonance cognitive où on a des aspirations, des objectifs, et une réalité, je dirais, j'aime pas ça de le dire comme ça, mais une réalité brutale, économique, culturelle, qui vient se heurter finalement à ce projet-là. Comment tu vois, toi, cette... Alors, je vais répondre à 2 choses. Quand même revenir à la première question. Le nucléaire, par exemple, si on s'engage dans ça, c'est une affaire de 100 ans. Le temps de faire un réacteur, et ensuite, il est censé durer 50 à 60 ans, et après, je ne parle pas du déchet et du démantèlement. Donc, moi, j'imagine qu'on peut imaginer une société post-capitaliste et écologique dans le 21e siècle. Or, c'est maintenant un peu qu'on choisit. Donc, je préfère choisir une société post-capitaliste et écologique qu'une société nucléarisée et avec plein d'idées de production. Voilà, ça c'est le premier point. Donc, on est là dans des échéances de temps, et les écologistes qui passent leur temps à dire ça, qui s'occupent du nucléaire ou qui parlent du climat. Deuxième chose, sur l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont quand même eu une politique très déterminée depuis une vingtaine d'années, et qui fonctionne, alors qu'en gros, c'est des gouvernements de droite. Mais... ils freinent quand même, là, quand même. Attends, ils freinent, mais oui, mais il faut de plus. En plus, le domaine de l'énergie, c'est du lourd, c'est des énormes paquebots, donc on s'engage. Mais les Allemands n'ont pas dit que... si tu regardes le plan de la coalition qu'ils avaient adopté l'année dernière, c'est sorti de toutes les énergies fossiles vers 2040. Et pour l'instant, l'Allemagne, ils ont toujours été à leur rendez-vous. Leurs émissions de gaz à effet de serre diminuent régulièrement, et alors que c'est un grand pays industriel et plus riche que la France. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et là, on va voir, ils vont
faire durer leur réacteur un peu plus longtemps que prévu, mais ils vont, je pense pas, ils vont s'adapter à court terme par rapport à l'événement qui est la guerre en Ukraine et le bras de fer qui s'est engagé avec Poutine. Ils sont très, très dépendants du gaz russe, l'accident. Eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, il faut s'orienter globalement dans la perspective de long terme. Mais après, c'est là qu'on revient à la politique. Le gouvernement allemand en ce moment, c'est une alliance social-démocrate, écolo et les libéraux. Et en gros, c'est plutôt les libéraux. Donc c'est plutôt des politique presque de droite. Et de toute façon, l'Allemagne n'arrive pas, et les écolos allemands n'arrivent pas à le dire, et peut-être il faut vraiment qu'on le dise, et je reviens sur la question des classes moyennes, il va falloir dire, y compris à l'Allemagne, si vous voulez vraiment aller dans cette direction, vous devez accepter une réduction très forte aussi de la consommation matérielle. Et ça, c'est vraiment le message qu'il faut dire. Et dernier point, parce que le temps court, mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Mais on est déjà en train de le vivre. On fait pas attention à la biodiversité, donc on se chope la pandémie du Covid, et puis peut-être qu'ils vont venir. On fait pas attention à tous les enjeux géopolitiques et du climat et de l'énergie parce qu'on ne veut pas aller vers une vraie sobriété. Et donc on a un maître du pétrole et du gaz qui dit « moi j'ai la bombe et je viens sur vos terrains ». Donc on est de plus en plus, si on se laisse dériver, en voulant maintenir à tout prix un niveau de consommation matérielle et de niveau de consommation énergétique aussi élevé, quel qu'en soit le moyen, on s'achemine de toute façon vers des gros dégâts climatiques et des gros dégâts géopolitiques. Donc du point de vue aussi de la sécurité et de la paix à long terme, on a vraiment intérêt à s'engager, mais dans la durée, dans cette logique de réduction très forte et d'imaginer surtout l'opposé, parce que réduction, ça fait toujours un peu triste, mais d'imaginer une nouvelle société. Ça fait régression, effectivement. C'est ça le débat qui est compliqué. Et il y a aussi un autre point que je voulais soulever avant une société plus, elle est pas si gaie, la société actuelle quand même, qui est mais les imaginaires sont peut-être pas assez nourris pour qu'on puisse imaginer, mais tu en fais ta part, on le voit bien. Il y a aussi une forte critique portée contre les antinucléaires, justement, c'est le manque de planification, notamment sur le point et la question de l'emploi. Toi-même, tu sais, il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine-là en France. On est attaché à son travail, à son salaire, et on a les personnes par milliers, leurs familles, légitimement se demandent dans quoi vont-ils travailler ensuite? Ils veulent pas savoir juste qu'ils vont avoir 30 ans de travail ou 20 ans de travail pour démonter leur usine, mais et après, ils ont vraiment ces questions-là, et c'est quand même les écolos et les antinucléaires sont très attaqués sur cette question-là régulièrement, et il n'y a pas vraiment de réponse en fait finalement. Si, je vais te la donner la réponse. On pourrait tenir le même discours sur l'automobile. On a maintenu l'automobile sans vraiment se poser la question, et le résultat, c'est l'emploi dans l'industrie automobile a décru continuellement depuis une vingtaine d'années, malgré le fait que tous les discours ont été on fait de l'automobile. Et donc on est on n'a pas de politique de transport, et voilà. Et pour l'énergie, je vais te le dire très simplement. Alors, j'ai pas les chiffres parfaitement en tête, mais je crois que l'industrie nucléaire, tout confondu, emploie de l'ordre de 200 000 personnes en France. Donc, pardonnez-moi si le chiffre est pas exact, mais c'est énorme. Voilà. Oui. Combien déjà dans les énergies nouvelles en France? Moins. On va vérifier les chiffres, mais de l'ordre de 70 000. Ouais. Après, l'économie d'énergie, la rénovation énergétique. Combien d'emplois? Combien d'emplois? À vérifier, mais sans doute de l'ordre de 100 000, et de l'emploi localisé, de l'emploi disséminé. C'est pas 5 000 personnes dans un coin, c'est le plombier qui a suivi une formation, le maçon, dans tous les villages de France, dans toutes les villes. Donc énormément d'emplois dans la rénovation énergétique. Énergie nouvelle, si on la développe, beaucoup d'emplois aussi. C'est quand même hallucinant qu'on a une telle politique, c'est qu'on est maintenant devenu mauvais en nucléaire. On vend pas nos trucs, ils sont en panne, mais on est du coup mauvais en photovoltaïque, alors qu'on avait une industrie photovoltaïque de solaire qui commençait à prendre la main, et en éolien, pour l'instant, on est totalement à la ramasse. Donc, peut-être logique, parce qu'il y a aussi des enjeux de compétition industrielle, mais enfin de savoir faire les choses, ça vaudrait le coup d'investir dans l'éolien et dans le photovoltaïque et la rénovation énergétique. Et dernièrement, le malheur avec le nucléaire, mais c'est qu'il va falloir le démanteler. Donc il y a aussi une grande part d'emploi qui va continuer. On l'a dit, 20-30 ans. Oui, mais si on le fait... C'est peu. Oui, mais et puis ça ne donne pas un horizon. Mais si, l'horizon d'emploi, c'est-à-dire, de toute façon, les politiques d'énergétique, ça prend du temps. Donc maintenant, on y va, on réfléchit. On ne va pas faire du nucléaire, mais on va finir avec le nucléaire actuel proprement, etc. Donc déjà, les gens, ils ne vont pas être virés du jour au lendemain. Ils vont continuer à bosser, et avec toute leur intelligence et leur savoir-faire et leur enthousiasme. On va aussi dire, il y aura du démantèlement, etc. Donc il y aura toujours pas mal de taf dans le nucléaire. Et puis, on va développer les jeunes ingénieurs. Je reviens, c'est pas seulement une question d'argent. On forme, je ne veux pas donner de chiffres, parce que j'aime pas quand ils ne sont pas parfaitement vérifiés, mais plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs chaque année. Mais en même temps, pas beaucoup plus. Si on en prend X, quelques milliers, 20 000 ou 10 000 pour le nucléaire, ces 10 000-là, ils ne seront pas
dans le renouvelable et dans toutes les techniques aussi d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie, de low-tech. Donc, c'est des choix aussi. L'enthousiasme des jeunes et la formation des jeunes, ça vaut le coup des jeunes ingénieurs et des autres techniciens, soudeurs, etc., de les engager dans ces autres domaines où on créera de l'emploi. L'économie d'énergie, ça crée de l'emploi aussi, il faut se le dire. Donc si on s'y prend de manière réfléchie, déterminée, en se disant on prend 20 ans, 30 ans, parce que c'est les temps qu'il nous faudra, l'emploi, il sera là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Surtout si on est dans une politique de redistribution de la richesse, où cet emploi, ce fric et ces richesses stériles qui sont utilisées par les Pouyanné, les Bolloré, les Arnaud à faire des jets privés, on les utilise à ce dont la société a réellement besoin. Il y a quand même beaucoup de conditions. On entend ce projet finalement de société que tu décris, il y a quand même beaucoup de conditions, c'est la dernière remarque que je pourrais faire, pour voir naître cette sobriété. Elle a quand même un sacré prix. Alors c'est ma dernière question, pour finir. Est-ce que ce prix-là est entendable pour la population qui aujourd'hui voit, à qui on dit il y aura des coupures d'énergie pendant cet été, pendant cet hiver, il y aura peut-être l'approvisionnement en gaz qui va être mis en cause, mais aussi le contexte social, on a parlé au début d'émission, français qui cause lui aussi des ruptures de carburant pour se déplacer. Est-ce que, je dirais, la population, pour pas dire les électeurs, mais tout le monde est prête à entendre ton discours là, qui est quand même radical, qui dit voilà, il va falloir faire vous allez voir, c'est mieux plus tard, on va vivre mieux après avec moins. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup manquent déjà. Est-ce que ce discours n'est pas inaudible sur la sobriété ? Je sais pas, je pense que les auditrices et les auditeurs qui regardent ton émission en ce moment, peut-être qu'ils se disent, bon, ce Hervé, il dit des choses intéressantes, bon là, il exagère un peu, mais c'est entendable. Je pense que tu verras demain s'ils t'écrivent en disant, là, il a raconté n'importe quoi, arrête d'inviter des types comme ça, et voilà. Donc, mais simplement, le média, c'est pas TF1 ou France 2, honnêtement. Évidemment. Non, mais c'est important parce qu'on est dans l'univers médiatique. Donc, moi, je te dis simplement que s'il y avait des médias qui portaient fortement ce type de voix, mais en débat, moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait des gens qui aient un point de vue totalement différent. Mais si on entendait plus des gens qui disent le même genre de choses que moi, ça serait beaucoup plus audible. Deuxième chose, les écolos, je vais te prendre un exemple parce que je commence à avoir un certain âge, etc. Mais il y avait une première version de Reporter en 1989. Dans les premiers numéros, on parlait du climat, dès le premier numéro. Et on en a parlé 6 fois, enfin sur 10 numéros, parce qu'on n'a pas duré très longtemps. On en a parlé. Ce que je veux dire par là, c'est que les écologistes ont dit des choses depuis des années. Et puis, peu à peu, elles viennent. C'est-à-dire que nous, c'est un combat culturel, tu décris ouais, c'est qu'on change parce que quelque part, c'est idiot de dire, mais si on a raison, qu'on est sur les choses importantes, elles viennent. La sobriété, dans Reporter, on a fait une grande enquête là-dessus il y a 1 an et demi, peu de gens en parlaient, etc. 1 an après, le mot sobriété, il est partout. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir des positions fortes, à les dire, à bien argumenter. Et tout est audible. Là, par exemple, sur le nucléaire, ce qui n'est pas audible, c'est qu'on entend toujours la même chose depuis des années. Donc les gens sont persuadés que face au climat, le nucléaire est la bonne solution. Donc simplement, faisons des débats et ça sera audible parce que moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Oui, mais là, tu rappelles, on est sur le média, effectivement, cette sensibilité là aussi. Mais ce discours que tu tiens là, tu veux l'entendre dans la bouche d'autres personnes, dans des cercles plus importants. Tu voudrais l'entendre sur TF1, par exemple, j'imagine. Pas forcément toi qui le dis, mais tu voudrais ou dans la bouche de Macron, je ne sais qui. Donc voilà, ma question est plutôt dans cet ordre-là, cette échelle-là, en fait. Là où finalement l'idéologie qui domine et qui nous impose, c'est finalement devenir propriétaire, avoir une voiture, avoir du carburant pour aller travailler. Tout est conditionné pendant ce sens-là. Les publicités qui nous assènent toute la journée, c'est que le monstre est gros. Le monstre est gros, mais l'intelligence est forte. C'est bien. Non, mais ça avance dans la société. Je veux dire, on regarde quand même la progression du vélo partout. C'est pas idiot, mais le Covid, on a un retour du vélo, tu vois. Beaucoup dans cette oui. Ouais. La poussée de l'agriculture biologique, quand même tout le monde maintenant, quand on peut, parce que c'est quand même un peu des sous, mais on fait beaucoup plus attention à ça. Le développement d'alternatives partout, même quand même l'efflorescence des médias libres. Le média, vous tenez la route malgré d'énormes difficultés. Reporter, on se porte bien. Mediapart, Street Press, je sais pas moi. Quand même pas mal. Blast aussi, Basta. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et plein de gens les choses bougent quand même. Donc, c'est un monstre en face, c'est des dominants, c'est des capitalistes, c'est des nucléaristes. Ils ont le pouvoir, ils ont tout. On a l'impression en ce moment d'être fataliste et que tout est verrouillé. Mais toi, tu ne l'es pas. Ça ne l'est pas. Non.
Merci beaucoup Hervé pour avoir donné autant d'espoir et de cœur à ce combat-là. On le partage aussi. C'était un échange très riche, hein, on sait, passionnant, qui génère d'ailleurs pas mal de choses qui clivent évidemment dans la société. D'ailleurs, ça ne fait pas consensus hein, dans le monde scientifique, l'arrêt du nucléaire ou pas. On voit que ça crée des débats. On l'a vu. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que tu es journaliste et rédacteur en chef du média Reporter, qu'on cite régulièrement d'ailleurs aux médias, et que tu publies aux éditions Seuil Liblé, ce livre que je montre à l'antenne, qui est là, mais j'imagine aussi il est à l'antenne de manière plus propre. Le nucléaire n'est pas bon pour le climat, disponible partout pour un prix minime, en plus 4,50 €. C'est fait aussi peut-être pour entrer dans les chaumières plus facilement. Absolument, moi je suis ravi de ça, quoi. Donc je gagne rien, mais c'est bien parce que c'est cette collection. Enfin voilà. Ben, merci à toi, merci beaucoup, bonne soirée et à très bientôt Hervé. Et pour terminer, quant à vous derrière cet écran, chers internautes, toujours debout, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux et nombreux devant votre écran et sur le chat. Bien sûr, un rappel habituel, tu l'as souligné à l'instant, donnez-nous de la force en devenant avec nous acteurs et actrices de ce projet médiatique d'envergure, en rejoignant les sociétaires et les abonnés du média dès 5 € par mois, sans engagement sur lemediatv.fr. Vous êtes déjà plus de 9500 à avoir fait le choix de soutenir une information audiovisuelle libre et indépendante. Nous espérons atteindre la barre des 12 500 pour pérenniser ce modèle 24/24, aller encore plus loin ensemble, puisqu'un peuple libre et une démocratie, tu vas être d'accord avec moi, saine, ne peuvent exister sans une information libre et indépendante des forces du marché comme les reporters ou le média. Merci pour votre soutien.